Mesdames et messieurs, chers auditeurs et internautes, vous qui nous écoutez actuellement sur les 104.5 et vous qui nous regardez également sur les réseaux sociaux, bonjour et bienvenue à tous sur Urban FM dans le cadre de votre nouveau programme baptisé Jeux d'hiver, un programme consacré aux questions liées à l'environnement et au développement durable, un programme à travers lequel vous aurez la possibilité de retrouver des interviews, des jeux concours vous permettant de gagner de nombreux lots, jeux concours liés à l'environnement bien évidemment, donc à travers des petites questions élémentaires allant dans le sens de l'éducation environnementale. On aura également des petites rubriques d'éducation environnementale à travers la chronique de Titi. Jeux d'hiver, un programme qui lance en même temps le concept de mise en place de la journée nationale de l'environnement individuel, c'est-à-dire une journée où chacun va s'engager pour l'environnement en posant un acte écologique, peu importe où il est. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous allons parler d'un sujet très très important. Il s'agit bien sûr de la décharge de Mindoubé. Et pour en parler, on sera bien évidemment accompagné de Monsieur Friss Manguila, membre actif de l'ONG RGEDD, Réseau Gabonais pour l'environnement et le développement durable, qui propose ce programme en partenariat avec Urban FM. Il faut le rappeler, il est doctorant en sciences économiques et il travaille sur une thèse liée à l'environnement. Monsieur Friss Manguila, bonjour. Bonjour Monsieur Afanedou. On est content d'être avec vous. Pareillement, c'est partagé. Ok. Alors, on aura plusieurs interviews. Il y a eu des reportages. D'ailleurs, Monsieur Friss Manguila était il y a de cela quelques jours du côté de la décharge de Mindoubé. Bien sûr, tout à fait. Oui. Dans le 5e arrondissement aussi de Libreville. Donc, on parle justement de la décharge de Mindoubé. Risques environnementaux et sanitaires liés bien évidemment à cette décharge. Quels sont les risques environnementaux, quels sont les risques sanitaires et surtout quelles en sont les solutions. Donc, comment faire pour pouvoir limiter ces différents risques? On aura également des avis, comme je le disais, il y a des reportages qui ont été faits, il y a des interviews qui ont été faites. On aura également des avis des citoyens comme Kyler qui a bien voulu être également parmi nous aujourd'hui, qui a dit le sujet l'intéressait. Plusieurs personnes se manifestent déjà sur les réseaux sociaux, il faut le rappeler, on a lancé le sujet. Et hier, donc, il y a plusieurs interventions également qu'on va diffuser via un seul numéro de téléphone pour WhatsApp. Donc le 077 60 27 38 077 60 27 38 et par appel aujourd'hui vous aurez également la possibilité d'intervenir peut-être pendant 10 minutes environ sur le 065 05 10 45. KLR, bonjour. Bonjour Raph. Comment tu vas? Ça va? Ça fait un bail. Tranquille, on est là. Ben, on se retrouvait généralement pour le hip-hop. Là, on est sur autre chose là. Ouais, c'est juste que bon, en tant que manager du corps de garde, nous, on se sent concerné par tout ce qui est environnement. Ouais. Déjà, on te suivait depuis dans les séminaires. Ouais, bien évidemment. Il n'y a pas que le hip-hop. Ouais, et en plus, c'est vrai parce que le corps de garde a toujours été présent en même temps de nos différentes activités de plage propre et autres. Le corps de garde est toujours là. Alors, une petite pause pour comprendre ce que c'est cette décharge de Mindoubé. Nous sommes bien à la décharge à ciel ouvert de Mindoubé. Une méga décharge située à cheval entre Libreville et Ovindo, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. En temps normal, cette unique plateforme de stockage de déchets accueille entre 600 tonnes et plus de déchets par jour, collectés dans les 3 communes, à savoir Libreville, Ovindo et Akonda. Arrivés à saturation depuis de nombreuses années, les habitants de Mindoubé n'ont jamais cessé d'interpeller les autorités gabonaises pour qu'une solution durable soit trouvée. Nous sommes devenus la poubelle de Libreville. Exactement, et c'est sur ces termes qu'on va entamer nos interventions aujourd'hui. C'était une toute petite présentation de la décharge de Mindoubé. Alors, c'est un reportage, il faut le rappeler, qui a été réalisé il y a de cela 2 ans, je le disais tantôt, je crois que c'était en 2018, réalisé par
2018, réalisé par monsieur Ferdinand Litengo Mbomi. Oui, c'est lui qui a réalisé ce reportage et on aura plusieurs interventions tout au long de ce programme. D'entre le jeu, selon vous, déjà Mangila, vous qui étiez encore du côté de cette décharge, est-ce que la situation est toujours comme en 2018? Déjà, pour dire que c'est très alarmant quand on voit ça au contact direct. Comme vous avez vu dans le reportage tout à l'heure en introduction, le monsieur disait que nous sommes devenus la poubelle de Libreville. Vous connaissez ce que c'est un état poubelle, c'est vraiment un état de détritus. Vraiment, nous sommes à la fin du processus. Donc, et là, des gens qui vivent et ils mettent le pronom personnel, nous, pour dire que nous sommes devenus la poubelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent au contact de la poubelle et c'est très alarmant. Et ça, c'est parce qu'on en parle, mais quand on en voit, vraiment, on pense que les plus grands mots se trouvent là-bas. Et il y a plusieurs personnes qui ont réagi sur place. On va écouter également quelques interventions. Le problème, la décharge de Mindoubé pose problème à la population. Sur 3 points. Le premier, d'abord, la décharge prend feu seule. Seule. Quand ça chauffe, il y a trop de métaux encastrés sous terre. Et quand la chaleur rebondit, ça s'allume. Ce feu-là provoque une fumée épaisse qui va jusque dans les chambres des maisons. Dans les chambres. Ça, c'est un problème environnemental. Le deuxième problème de l'environnement, ce sont les vidanges de fosses septiques. Et ces vidanges de fosses septiques déversent leurs déchets de fosses septiques au milieu de populations. Et ces rivières-là, à l'époque, nous servions de cette eau. Même jusqu'à présent. Nous buvions de cette eau. Il y en a qui se servent de cette eau. Ensuite, nous faisons nos pêches dans ces eaux. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. C'est pollué. Ça, c'est déjà un problème environnemental qui peut tuer des populations. Troisième problème, c'est l'implantation de cette décharge au milieu des populations. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais le développement, suivant la population, parce que l'État n'a pas prévu l'aménagement des terrains pour que les populations s'y plantent. Mais les populations sont allées dans la brousse. Mais le développement a suivi. Et la décharge gêne. Fumer 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, vous vivez à l'intérieur. Il y a des enfants à bas âge qui sont là. Nous-mêmes les adultes, nous souffrons avec. Qu'est-ce que l'État attend pour venir nous enlever cette histoire dans la capitale? Actuellement, il y a de la place sur la nationale. Pourquoi toujours intoxiquer les Gabonais? Nous ne sommes pas les seuls, cette fumée se déverse. Ça va jusqu'à Mélène. Et là-bas à Mélène, la population souffre toujours de cette même chose. Ici à Mindoubé, ce n'est pas la peine. Parce qu'à une certaine heure, que vous avez une maison plafonnée ou pas, la fumée pénètre. Les vêtements qui sont installés tranquillement à la maison tout propre sentent que la fumée. Qu'est-ce qu'ils attendent? La décharge de Mindoubé, on en parle aujourd'hui, on essaye de voir quels sont les risques liés à l'environnement, risques liés également à la santé, comment faire pour pouvoir limiter, sinon éradiquer complètement ces différents risques. Quelques pistes de solutions aujourd'hui. Mais avant, monsieur Mangila, on a entendu ces riverains s'exprimer. Il y avait déjà quelques interventions. On parle de la fumée. Cette fumée qui est constante du côté de Mindoubé et qui traverse même Mindoubé, une fumée toxique. Il y a la fumée, il y a un autre point qui a été soulevé par rapport aux fosses septiques qui sont libérées dans les quartiers, mais au final se retrouvent du côté de Mindoubé. Quels sont les différents risques que l'on peut rencontrer du côté de cette décharge? Vous savez, la décharge de Mindoubé, c'est vraiment une question de santé publique. Et on a souvent l'habitude de faire ici, quand exemple il y a des maladies ou des maux, comme on voit exemple avec la Covid qui vient de l'extérieur, on met tout un processus financier pour contrer ça. Mais ça fait déjà des années que nous avons la décharge de Mindoubé au quotidien qui contient carrément le plus grand nombre de risques sanitaires au Gabon. Au contact des populations, il y a des populations qui vivent près de cette décharge. Pour la petite parenthèse,
c'est une décharge qui n'est pas contrôlée. Mais regardez l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth il y a 2 jours. Oui. Mais cette décharge peut produire la même chose parce que tous les produits industriels et ménagers ils vont là-bas sans que l'on puisse contrôler quel type de produit réagit comment quand il est brûlé. C'est une décharge purement incinérée pour être renouvelée. Et il y a des populations à côté. Et pour dire aussi, la notion de environnement répond beaucoup à la notion des biens publics. Donc, un bien peut être détruit à Mindoubé et les impacts se retrouvent à la Sablière. Il ne faudrait pas que les gens négligent parce qu'ils ne vivent pas proche de la poubelle en disant qu'on néglige le point environnemental des effets négatifs de cette poubelle. Encore et pour dire, il y a aussi la nappe phréatique, les eaux qui circulent sous la poubelle, mais elles peuvent se retrouver à Mélène, en Zayang, et des gens consomment ce poisson et ces eaux-là. Donc la décharge de Mindoubé contient vraiment un problème environnemental et sanitaire. Alors pourquoi on met souvent tant d'énergie sur des phénomènes, pour ne pas dire qui implique la politique ou qui a fait en sorte que les hommes politiques soient devant? En temps, nous avons la décharge de Mindoubé qui est vraiment un mal et visible pour la population gabonaise, notamment la population à Libreville. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est quoi? Les risques environnementaux liés à cette décharge sont là et ils peuvent se remarquer, avoir des effets dans 10, 15 ans ou voire même demain. Les risques liés sur le plan sanitaire sont aussi là. Mais pourquoi nous négligeons cette décharge? Alors, monsieur Kailer, votre avis sur cette question? Bon, déjà la question que moi je me pose, c'est pourquoi avoir une décharge publique en milieu urbain? Pourquoi au fil des années on n'a pas pensé à la délocaliser? Parce que normalement c'est même pas une question à se poser. Ça nuit à l'environnement et ça nuit à la terre. Moi la question que je me pose, c'est qu'adviendra-t-il de cet endroit si un jour cette décharge publique est délocalisée? Est-ce que cette terre sera encore productive? Est-ce qu'elle sera encore utilisable? Est-ce que quelqu'un pourrait être assaini? On se pose beaucoup de questions. Mais la question que moi je me pose, c'est dans la durée en fait. Dans la durée, on est en 2020. Moi je suis né, la décharge de Mindoubé existait déjà. Donc à quel moment on se dit que c'en est trop? À quel moment on se dit que la population ne doit pas vivre au quotidien avec une décharge en plein milieu urbain? Normalement c'est même pas possible. Et c'est pas d'endroit qui manque au niveau environnemental au Gabon pour délocaliser. Il y a le monsieur qui intervenait qui disait que ça pouvait se trouver en périphérie sur la nationale. On peut trouver des endroits pour aménager une décharge déjà. Et aussi, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que les déchets qui sont reversés sont contrôlés ou c'est juste un amas de tout ce qui est collecté, c'est un amas de tout et qui est reversé en matière de déchets dans Libreville qu'on regroupe dans un seul endroit? Et c'est là où on peut se poser en même temps une autre question. C'est vrai, il y a la responsabilité de l'État. Il y a également une toute petite... Je voulais ajouter un truc par rapport à ce qu'il disait. Je crois qu'au début des années 2000, il y avait déjà la question sur la délocalisation de la poubelle qui avait été mise sur la table. Donc il était prévu qu'on délocalise cette poubelle, mais jusqu'à présent, je crois que ça n'a pas toujours été fait. Pourquoi on aura la possibilité de recevoir les gens de la mairie pour nous dire pourquoi laisser les populations on va aller à la recherche de toutes ces informations afin de livrer à la population toutes ces informations et surtout que les choses puissent avancer. Mais en même temps, on va voir les choses de l'autre côté. Il y a le côté de l'État, la responsabilité étatique par rapport à cette décharge. Il y a également une responsabilité individuelle de la population, pas forcément, on va dire, contraignante, mais personnelle, une volonté personnelle. Et ça aussi, je dirais même, ça ne dépend pas de la population parce que elle peut ne pas avoir un certain nombre d'informations. Tout de suite, tu nous as parlé par exemple d'une explosion. Il se pourrait également qu'il y ait des métaux qui se retrouvent du côté de la poubelle les piles, les batteries. Mais est-ce que la population connaît quel est le déchet qui peut être dangereux au détriment d'un autre déchet? Donc il faudrait également qu'il y ait une véritable culture, une véritable campagne de communication sur l'aspect du tri pour que depuis notre maison nous puissions déjà mettre un certain nombre de déchets d'un côté et d'autre. Et après, même si on le fait également, je pense qu'il faut que les sociétés de collecte également puissent installer cet esprit de tri de telle sorte que sur
leur point de collecte, il puisse y avoir, par exemple, des bacs à ordures. En forme de tri déjà dès le début. Oui, avec des distinctions en fait, où on va dire, c'est ici que vous pouvez mettre les métaux, ici vous pouvez mettre tout autre, du plastique, ou à l'autre côté, d'autres matières qui peuvent contenir de la matière, d'autres déchets qui ont de la matière organique, par exemple, ce qui va simplifier également ceux qui sont à la maison, même si ça va pas se faire de manière systématique, mais au moins, lorsque depuis la maison, tu commences déjà à trier, tu arrives au niveau où tu sais que voici où je peux déposer le sachet plastique, voici où je peux déposer le sachet contenant les déchets organiques et autres, et ainsi de suite. Ça fait en sorte également que la société de collecte, peut-être si on a la possibilité, pas peut-être, il faut nécessairement qu'on ait un centre de tri. Ça, on va également en parler parce que on a constaté que du côté de cette décharge, c'est tout un business qui est développé là-bas. Ça, c'est toute une affaire. Oui. Tu étais sur place. Oui, j'étais sur place, mais déjà, c'est pour revenir, il faut que l'on sache les missions de tout un chacun, ses prérogatives. Les prérogatives de l'État, c'est un État gendarme, un État éducateur. Donc l'État doit s'occuper du bien-être de sa population, doit protéger sa population. Ça, c'est l'État. Même si souvent on rencontre les pro-État qui disent non, l'État ne doit pas tout faire, l'État fait tout. Mais au moins dans l'éducation, la sensibilisation et la protection de sa population, c'est quand même un rôle inéluctable. Après, on en vient aussi sur la responsabilité des populations. Mais la population suit le développement. Alors c'est à l'État d'améliorer le bien-être de cette population, donc à se déplacer. Parce qu'après, s'il faut toujours vider la fosse après un mal, là c'est l'État qui en paye les coûts. Bien sûr que c'est de l'argent public, mais c'est l'État qui paye ses coûts. Et pour revenir sur le contenu de la poubelle ou du tri, ça, parce que les ordures entre la cuisine et la décharge, ça suit quand même un processus. Il y a la collecte, le stockage, la mise en décharge et l'incinération. Donc il y a des parties partagées. La collecte, c'est la population. L'incinération, c'est l'État. Donc, en ce processus-là, où il y a une entreprise au milieu qui transporte, ce processus-là est partagé entre l'État et les ménages. Donc, chacun doit prendre sa responsabilité et bien faire son rôle. L'État doit éduquer à faire un tri, et l'État doit fournir à ne pas mettre une décharge. Parce que l'incinération, quand même, en 2020, on continue encore à faire de l'incinération. En temps, il y a le principe de recyclage, et on sait que l'incinération, quoi qu'il arrive, l'incinération est une destruction de l'environnement. Bien évidemment. Donc, voilà. Et encore que justement incinérer, on a l'impression qu'on est en train de brûler des biens qui peuvent être à l'origine même d'une création d'emploi. Donc pourquoi brûler alors qu'on a la possibilité de créer? Et on a une intervention justement d'un monsieur qui parlait de l'autofinancement des déchets. Il disait qu'il y a le déchet peut s'autofinancer. Il faut bien juste sûr que l'on mette ces mécanismes en place. On a la possibilité de le faire. Et il y a cela 2 ans toujours, il y a justement un responsable de la société de collecte à l'époque, c'était Sauveur, qui avait déjà soulevé ces problèmes sanitaires. Allons-y à l'écouter et on se retrouve juste derrière. La décharge devrait être fermée depuis longtemps. Malheureusement, de mois en mois, d'année en année, ce site continue à être utilisé. C'est maintenant... Enfin, ça n'a plus de nom, c'est inimaginable de voir dans quelles conditions des gens y vivent et surtout notre personnel y travaille. Des conditions dangereuses, que ce soit au niveau d'hygiène, de la santé, de l'environnement, de la pollution d'ordre général, car toute cette pollution de l'aloe arrive sur l'estuaire et les gens qui mangent des crabes et du poisson, il faut qu'ils sachent que c'est pollué. C'est une situation qui n'est pas durable et pour laquelle le chef de l'État s'en est déjà préoccupé et avait donné instruction il y a déjà un certain temps que les choses évoluent. Il faut que les choses évoluent, autrement dit, il faut justement que l'on trouve une solution pour cette décharge. Il ne faut plus également qu'on retrouve tout en même temps et surtout que cela soit incinéré, car cela peut produire plusieurs effets aussi bien néfastes pour l'environnement que pour la santé. On en parle encore une fois de plus aujourd'hui. Alors on a déjà essayé d'énumérer les différents types de déchets qu'on peut retrouver. Donc on a parlé des métaux, déchets organiques et d'autres types de déchets qu'on peut retrouver en même temps là-bas. L'oxygène, les gaz, ouais. Exactement, qui ont vraiment des effets néfastes et surtout quand ils sont brûlés. Là c'est encore pire. Pourquoi ne pas mettre un certain nombre d'éléments? Là, on va un peu dans les propositions de solutions pour pouvoir limiter ces dégâts. Solutions non seulement pour l'État, mais également pour la population qui peut d'ores et déjà se responsabiliser de telle sorte qu'on puisse limiter ces risques, ces impacts beaucoup plus négatifs. Oui, moi j'avais une question par rapport à la population.
Et c'est la question que je me suis posée. Est-ce que en tant que parce que c'est des victimes, on va dire c'est des victimes, ils sont victimes de leur environnement. Est-ce que au fil des ans, la population en tant que victime s'est déjà dit, on va essayer de régler ce problème de manière frontale. Pourquoi je dis frontale? Ça veut dire que au fil de faire le syndicat. Voilà, même pas au fil de ces 20 dernières années, il y a eu des malades, il y a eu des gens qui sont tombés malades par rapport à ce fait, par rapport à la décharge, par rapport à l'environnement, par rapport à la nuisance et tout le reste. Est-ce qu'ils se sont déjà dit, on va prendre des cas qu'on va exposer au vu de tout le monde, avec des preuves à l'appui, des preuves médicales à l'appui, en disant la poubelle, la décharge nous a rendus malades, nous on porte plainte à X ou Y pour essayer de faire avancer les choses. Ben non, je crois pas que ce soit la méthode. Non, on voit bien qu'à l'extérieur, c'est ça le vrai combat entre mais la pollution. Là-bas, ils ont une statistique bien élaborée, ils ont une bonne statistique bien élaborée, ils ont une participation des techniciens présents. Ce qui fait que l'expertise participative vient démontrer réellement le phénomène, que c'est la poubelle qui engendre ceci. Or que nous ici, tu ne peux pas porter plainte à l'État, tu ne peux pas démontrer que c'est la poubelle qui engendre cela. Donc ce qui fait encore que le problème est vraiment créé. Après, il y a le problème de la statistique. Il faut déjà rappeler que c'est les populations qui sont allées là-bas. Donc je dis souvent, les torts doivent être partagés. Parce que les populations sont allées là-bas, maintenant c'est à l'État d'aménager des terrains. C'est à l'État d'aménager des terrains pour que ces populations qui étaient sur la zone qui a trouvé la poubelle vont dans des nouvelles zones. Voilà, c'est très important le phénomène de techniciens. Donc, parce que cette éducation et ces partages des tâches entre l'État et la population, c'est pas un bras de fer. On va pas à chaque fois fermer la route et taper. Non, il faut réellement une discussion et un dialogue avec les techniciens qui disent ceci a engendré cela et ceci doit être fait ceci par cela. Mais là, on parle de santé. On parle de la santé des voilà, citoyens. c'est de la santé publique. Ça revient toujours à l'État. Mais comme j'ai dit tout à l'heure dans mon préambule, il faudrait aussi rappeler à cet État que la poubelle située à Mindoubé dans le 5e arrondissement peut avoir des dommages dans le premier à la Sablière. Parce qu'il y a les gaz qui se déplacent, il y a la nappe phréatique qui se déplace. Donc il y a aussi regardez ce qu'on a fait avec le corona. On a isolé des personnes, on a fermé les déplacements pour que la maladie ne se propage pas. Mais la poubelle, les gens ils sont en contact direct avec la poubelle. Ils fouillent la poubelle pour tirer du fer qu'ils vont revendre dans d'autres entreprises au PK27. Mais ces gars-là, ils peuvent être en contact de maladies qui ne sont pas démontrées et ils vont au marché, on vient en contact et la maladie est partagée. Tu vois, donc du coup on va se retrouver avec une pandémie qu'on ne connaît pas l'origine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est pas du tic au tac. C'est vrai que déjà, c'est une question qui était posée depuis les années 2002. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? L'histoire de la poubelle, déjà, il faut arrêter l'incinération. Il faut commencer par un processus de tri et de recyclage. Mais ça, je suis en train de parler de la fin du processus. Donc, il faut revenir au début. Il faut une bonne éducation environnementale. Exact. On ne jette pas tout. Moi, je suis exemple un enfant de Moabi dans la Nyanga. Mais dans la Nyanga, Moabi, comme ma grand-mère épluchait par exemple la banane, les pots de banane, on ne les mettait pas dans la même poubelle que les autres ordures. On les mettait à côté. C'est ces ordures-là qu'elle ramenait au champ, de derrière la maison, qu'elle étalait sur le sol qui faisait l'engrais. Donc vous voyez déjà qu'on avait... Et c'est étonnant que dans le village, on a le tri, mais moi j'arrive en ville, je ne trouve pas le tri. Le fer, on ne le jetait pas partout. Exactement. Et on va terminer justement avec l'ouverture. On va y revenir dans 5 minutes environ. Il nous reste 3 minutes. Et on va donner la parole également à tous ceux qui veulent participer. Apparemment, ils appellent un peu. Donc, on n'appelle pas sur le 077. C'est uniquement par WhatsApp. Si vous voulez appeler, faites-le sur le 065 05 10 45. 065 05 10 45. Ça, c'est les appels. On aura 2 minutes pour les appels. Tu parlais tout à l'heure du tri qui se fait, on l'a constaté malheureusement sur place. Et ce tri se fait pour du business en réalité. On va prendre une intervention donc de quelques personnes qui travaillent sur place. La décharge de Mindoubé, c'est avant tout un lieu de travail et de vie. Il y a dans la décharge et autour de celle-ci toute une organisation qui comprend la fouille quotidienne des immondices et la récupération de certains matériaux comme le verre, les bouteilles, la ferraille, le plastique ou encore le carton et le papier pour ensuite être revendus ou utilisés. Mindoubé, c'est aussi un lieu où de nombreuses familles défavorisées viennent se ravitailler en produits vivriers. Cette terre est sans cesse
remués puis repoussés par les tracteurs afin de combler les ravins. Ce sont donc de nombreux hommes et femmes, ainsi que des enfants d'âge très divers, qui se retrouvent là tous les jours à fourmiller dans les déchets aux odeurs nauséabondes. Certains viennent même des différents quartiers des communes voisines, d'autres par contre vivent aux abords directs de la décharge. Ici on décharge tout, ce qui fait qu'ici on peut trouver tout et en quantité. On fabrique les bracelets, les chaînes et tout, les boucles, on transforme. On a une usine de transformation, ça nous permet de fabriquer les chaînes, les matières en or aussi. C'est aussi le cas de Mengom Tuntum Destin, l'un des anciens de la décharge spécialisé dans le ramassage de fer qu'il revend ensuite au poids. Je suis à la décharge depuis 2004. Je suis ici pour chercher de l'argent. Je ramasse la ferraille, comme vous voyez. Je la vends sur place. Il y a des acheteurs là. Vous voyez le camion garé, c'est pour ramasser la ferraille et la ramener. La décharge de Bindoubé, un véritable lieu de business où plusieurs personnes y vont chaque jour, matin et soir. On a quelques interventions également sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on ne pourra pas lire, ce sera compliqué. Donc, on va privilégier les notes vocales sur la page, sur WhatsApp au 077 627 38. On prend cette intervention. Je suis monsieur Patrick Ollian, spécialiste environnement, assainissement. Quant à la problématique de la pollution et de son impact sur l'environnement et la santé, c'est une question assez épineuse dans la mesure où comment régler le problème de Mindoubé quand on sait que tous les quartiers de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda rencontrent les mêmes problèmes. Tous les quartiers sont quasiment des mini Mindoubé. Regardez le canal de Mbataveya et la plupart des canalisations naturelles ou celles faites par l'homme. La question de la pollution est une question assez importante, mais il serait difficile de trouver une solution en Mindoubé quand bien même on n'a pas de solution pour le derrière de chez nous, derrière de nos habitations. C'est une question qui demande une éducation civique et une volonté politique manifeste, parce qu'il ne suffit pas de se lever un matin et d'aller nettoyer une plage ou d'aller nettoyer Mindoubé, parce qu'au bout d'un petit temps, Mindoubé se fera peut-être plus à l'ancienne adresse, ça se fera ailleurs. Donc le problème va persister et perdurer. Malheureusement, il y aura des impacts parce que toutes les populations qui sont aux environs de la décharge de Mindoubé, elles auront forcément un problème de santé, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. C'est la raison pour laquelle c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de soins et essayer de voir dans la mesure du possible en fonction de nos moyens, parce que nos gouvernants n'ont pas les mêmes moyens que les gouvernants européens, américains. Donc il faut être objectif et lucide et tenir compte des moyens qui sont à notre disposition, des formations, des politiques et de l'éducation, de l'éducation civique des populations. Voilà un peu ma contribution pour vous. Ok, l'éducation civique, l'éducation environnementale, en réalité, on se rend compte que c'est la base de tout. Cela va nous limiter beaucoup de choses en même temps, de telle sorte qu'il n'y ait plus au niveau de la décharge des métaux, donc un certain nombre de déchets qui peuvent porter préjudice à notre santé et surtout à notre environnement, bien évidemment. Alors, on est arrivé au terme de ce programme. On va aller très rapidement avec des propositions par rapport à ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts du côté de Mindoubé. Je pense que du côté civisme, du côté citoyen, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de régler ce problème, en vérité. Parce que refaire l'éducation des adultes, c'est très compliqué. Moi, je pense que l'État devrait d'abord agir.
parce que c'est un problème récurrent. Le problème, et c'est ce que l'autre a soulevé tout à l'heure, même si l'État agit, même si on délocalise, même si on crée, ça c'est ce qu'il faut faire, ça c'est la chose la plus évidente, mais une chose est sûre, on sera dans le même problème. Donc il faut qu'il y ait en réalité, il faut que le problème soit réglé de tous les côtés. Donc que l'État puisse trouver une solution pour mettre en place un nouvel espace pour cette décharge, et en même temps qu'il y ait une population qui a le savoir de ce qu'il faut mettre dans la poubelle ou pas, et surtout qu'il y ait également un centre de tri qui va permettre à ce que ceux qui travaillent actuellement du côté de la poubelle et qui sont livrés à toutes ces maladies, bien évidemment, puissent aller travailler dans des conditions beaucoup plus aisées, dans les meilleures conditions, travailler, créer leur business sans aucun problème. Moi, je pense qu'au niveau du citoyen, en réalité, la solution de la sanction peut être une très bonne solution. La solution de la sanction. Oui, pourquoi en Europe on jette pas un papier par terre? Parce qu'ils ont bien envie de pisser sur les murs et de jeter. Ils sont bien informés aussi. Parce qu'à la base, s'ils jettent un papier par terre, il va se prendre 50 € d'amende. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait qu'on essaye d'appliquer ça ici. En vérité, à la base, le noir il fonctionne à la pression. Si on commence à avoir des sanctions personnelles, individuelles, face à la population, il y a des gens qui vont prendre leurs responsabilités. Tu peux pas trouver un bac à ordures vide et des poubelles autour. Exact. Ça veut dire qu'ils sont m'en-foutistes, ils sont nonchalants et ils n'ont pas la portée de ce qu'ils font. Es-tu responsable? Moi? Oui, bien sûr. Ok, c'était son mot de la fin. Monsieur Manguila, comme proposition, en même temps, un mot de la fin. Oui, la question de la décharge de Mindoubé, elle est très subtile. En fait, il ne faudrait pas que l'on déplace le problème, il faudrait que l'on règle le problème. Donc, il ne suffit pas de créer une décharge ailleurs, il faudrait régler le problème. Et le problème, il faut bien déjà suivre la chaîne. Entre le stockage et l'incinération, il faut que la chaîne soit bien respectée. Au niveau du stockage, qui est la base même, au niveau du ramassage, qui est la base même des ordures, il faudrait qu'on instaure déjà le tri. Garder ses ordures chez soi et les emmener dans les bacs de ramassage pour déjà trier. De deux, quiconque ne respecte pas ça doit être soumis à l'amende. Il faudrait qu'on cesse déjà la politique on place déjà la politique de la carotte et du bâton. Qui fait mieux est récompensé, qui fait mal est soumis à une très grosse amende. Et ensuite, il y a l'État qui doit réellement mettre des politiques environnementales en place, des politiques environnementales pérennes, pas ce qu'on en voit souvent qui se fait souvent sous l'équateur. Non, des vraies politiques environnementales. Aujourd'hui, la décharge est partout dans le monde, la décharge est source de revenus. La décharge sert maintenant de recyclage. Par exemple, pourquoi on recycle actuellement à Mindoubé le plastique et qui revient encore dans les ménages? En temps, ça pouvait déjà se faire depuis en amont. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait des politiques pérennes entre l'État et les populations, qu'il y ait une politique aussi entre de la carotte et du bâton, qui fait mieux et récompensé, qui fait mal et récompensé, et savoir qu'en matière d'éducation, dans un pays, c'est l'État qui éduque. Une population bien éduquée se forme bien et marche selon l'éducation qu'elle a reçue. Mais moi, j'ai un exemple que je donne. Il y a quelques années, la ceinture de sécurité dans les voitures, les gens avaient du mal. Les gens disaient non, ma chemise est blanche, je ne vais pas porter la ceinture de sécurité. Lorsqu'on a amené la notion d'amende pour le port de la ceinture de sécurité, que tu n'as pas ta ceinture de sécurité, qu'on arrête le taximan ou le véhicule. Mais aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Dès que quelqu'un monte à l'avant, il tire la ceinture de sécurité parce qu'on a appliqué la notion de la carotte et du bâton. Il y avait des petits messages, même des publicitaires. Aujourd'hui, les gens exploitent la poubelle de Mindoubé, mais il y a des partenariats publics-privés. Pourquoi aussi attendre tout de l'État? Ce sont ces mêmes personnes qui peuvent aider dans l'aide des populations qui soient dans le côté sanitaire pour que ces populations soient bien portantes. Par exemple, il y a des sociétés au PK27 qui utilisent le fer qui vient de cette décharge-là. Mais les personnes qui leur donnent ce fer en amont, on les met nus. Mais ces personnes peuvent fournir les gants, puisqu'on dit à la télé que ces sociétés-là fabriquent des gants, fabriquent de gel, fabriquent de javel, etc. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une politique étatique à assurer. Et je vais terminer peut-être par là et vraiment. Ok, merci Fris. On m'a appelé parce qu'on m'a vu quelque part. On est arrivé au terme de cette émission. Merci à toi Fris Manguila, merci également à Kailer. Petit élément à ajouter également, on est au Gabon, pays fortement engagé sur les questions de développement durable, de préservation de l'environnement. Pour moi, en réalité, on devrait avoir des plateformes de compostage. En réalité, surtout qu'on est fortement ancré dans l'agriculture actuellement.
actuellement. Or, c'est une grosse opportunité. C'est très étonnant. Solution. On a eu le programme graines, on n'a pas pensé au compostage. Et justement, on ne peut pas avoir un tel programme et ne pas penser à une plateforme de compostage. Sinon, plusieurs qui vont résoudre plus ou moins le problème des déchets également, parce qu'on est obligé de trier pour qu'on puisse avoir ces déchets. D'où la notion d'expertise participative. Exactement. Parce que si on aurait mis des techniciens de l'agriculture qui savent qu'on a besoin du compostage, quand on fait de l'agriculture de masse, on aurait réglé ces problèmes en mettant les populations à apporter ces produits de compostage. En sachant en même temps que ça permet non seulement de lutter contre le réchauffement climatique, ça va également restaurer le côté fertilité de notre terre. Donc il y a plusieurs éléments qu'on peut soulever sur cet élément. Également une agriculture durable, puisqu'on n'utilise que de la matière organique et non à d'autres matières. Alors merci à tous. On se pose une seule et unique question actuellement. Pourquoi les villes sont plus sales que les villages? Est-ce qu'au village, quand on est au village, on est plus responsable, ou les villageois sont plus responsables que les citoyens vivant en ville? La question et les réponses donc se font sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, précisément jeudi à partir de 10h, oui. Et nous remercions Ferdinand Ditengo Boumi qui avait déjà amorcé ça sur un documentaire qu'on peut retrouver sur YouTube. Il y a de cela 2 ans. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci.